Bienvenue dans Toi qui me ressemble, le podcast des femmes hypersensibles en quête de sens et d'authenticité. Si tu ressens parfois un décalage entre toi et ta vie, ou un appel à te retrouver et écouter ta vraie nature, ce podcast est fait pour toi. Un jeudi sur deux, je te partage des clés concrètes pour t'aimer pleinement et oser passer à l'action, des outils pour apaiser tes émotions et t'aligner avec tes valeurs profondes, des réflexions sur la spiritualité, l'amour de soi et la quête de sens. Mais aussi des témoignages d'invités inspirantes qui t'aident à te révéler. Au programme, te reconnecter à toi-même, faire briller ta nature, accueillir tes zones d'ombre et incarner pleinement qui tu es. Je suis Mylène Muller, coach, accompagnatrice depuis 2017. J'ai eu l'honneur de guider plus de 4000 femmes hypersensibles sur leur chemin d'alignement et de transformation. À travers ce podcast, je t'invite à un voyage intime et puissant pour te reconnecter à la femme unique, passionnante et inspirante que tu es. Et pour t'accompagner encore plus loin, chaque épisode est enrichi d'une fiche de coaching pratique à télécharger pour transformer tes prises de conscience en actions concrètes. Prête à créer la vie qui te ressemble ? Hypersensibilité, de la honte à la fierté, mon chemin et mes clés. Pendant des années, j'ai cru que quelque chose clochait chez moi. J'ai vraiment grandi avec l'idée que j'étais anormale, trop émotive, trop sensible, trop fragile. J'avais honte, en fait, de tout ce que je ressentais aussi fort. Et puis, un jour, j'ai compris. J'ai compris que mon hypersensibilité n'était pas un défaut, mais une force. Et que tout ce que j'avais essayé de cacher pendant si longtemps pouvait en réalité devenir mon plus bel atout. Donc dans cet épisode, je vais te partager mon cheminement. Comment je suis passée de cette honte à cette fierté, à ce super pouvoir d'hypersensibilité. Comment j'ai appris à l'apprivoiser et surtout, quelles clés m'ont permis de faire cette bascule et d'en faire une force dans mon quotidien aujourd'hui. Si toi aussi, tu t'es déjà senti dépassée par tes émotions, incomprise, si tu as l'impression d'être trop ou pas assez, alors cet épisode est fait pour toi. Parce que non, tu n'es pas trop. Et aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi et comment avoir ce déclic. Alors en introduction, avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots sur l'hypersensibilité. Peut-être que tu ne sais pas encore pleinement si toi-même tu es hypersensible. Du coup, j'ai réuni quelques signes caractéristiques que toutes les femmes hypersensibles connaissent. Tu ressens tout très intensément. Tes émotions, qu'elles soient positives ou négatives, sont fortes et profondes. Tu peux être submergé par la joie comme par la tristesse en un instant. Le regard des autres t'impacte énormément. Une remarque, un regard, une critique peuvent te toucher en profondeur et tu ressens souvent le besoin d'être validé pour te sentir en sécurité. Tu captes l'ambiance et les énergies des lieux et des gens. Quand tu entres dans une pièce, tu ressens tout de suite quelque chose. S'il y a une tension, un malaise ou au contraire une belle énergie. Tu absorbes aussi facilement l'humeur des autres. Tu es facilement submergé par les stimuli extérieurs. Les bruits forts, les lumières vives, les endroits bondés ou un peu chaotiques, agités peuvent vite te fatiguer ou t'irriter. Autre signe, tu réfléchis beaucoup et ressasses souvent. Une phrase qu'on t'a dite, une décision que tu as prise, une émotion que tu as ressentie, tu peux y penser encore et encore, analysant chaque détail. Tu as une grande empathie et une forte connexion aux autres. Tu ressens profondément ce que vivent les autres, parfois au point de porter leurs émotions sur tes épaules comme si c'était les tiennes. Enfin, dernier petit signe que j'avais envie ici de présenter, tu as un fort besoin de calme et de solitude pour te ressourcer. Après des interactions sociales intenses ou une journée chargée en émotions, tu ressens le besoin de t'isoler pour retrouver ton équilibre.
Maintenant, je te propose de plonger au cœur de cette histoire, de mon propre chemin, à moi, Mylène, avec cette hypersensibilité. Et d'abord, cette première période de ma vie que j'appelle la honte, quand j'essayais de cacher mon hypersensibilité et donc de cacher qui j'étais. D'abord, il y a eu bien sûr, plus loin que je m'en souvienne, cette période de l'enfance. Comment est-ce que j'ai vécu cette hypersensibilité pendant mon enfance? Eh bien, j'étais une enfant hypersensible et une enfant hypersensible non sécurisée. C'est-à-dire que je prenais tout, on va dire, en pleine face, sans comprendre. Comment ça se manifestait pour moi l'hypersensibilité quand j'étais enfant? Eh bien, c'était vraiment un sentiment d'agitation intérieure permanent. Il se passait beaucoup de choses dans ma tête, beaucoup de choses dans mon corps. J'avais énormément de peur, beaucoup d'agitation. Je me souviens quand ma petite sœur est née, par exemple, ça a vraiment réveillé beaucoup de peur d'être rejetée, d'être abandonnée, d'être mise de côté. J'ai eu beaucoup des périodes de somnambulisme, également quand j'étais enfant, donc avec de symptômes d'agitation qui se manifestent pendant la nuit. J'avais beaucoup de mal à dormir aussi, beaucoup de crises d'angoisse qui ont été déclenchées par un documentaire très violent que j'ai vu à la télévision quand j'avais 6 ans et demi, entre 6 et 7 ans. Donc ça a créé beaucoup de crises d'angoisse, de peur, et donc vraiment le sentiment d'une vie intérieure déjà très intense pour une toute petite fille, avec des grandes questions existentielles. Je me souviens vraiment que je me posais des grandes questions sur la vie, avec cette impression que là, je vivais une vie, mais que j'en avais vécu d'autres, que j'allais en vivre d'autres, avec également beaucoup de questionnements sur la mémoire, ce dont je me souvenais, ce dont je ne me souvenais pas, sur ce qu'il y a avant la vie. Vraiment, des questions qu'une petite fille ne se pose pas forcément. Autre signe de cette hypersensibilité pendant toute la période de mon enfance et de mon adolescence, c'est beaucoup de maladies. J'étais très souvent malade et notamment j'avais toujours des angines. C'était vraiment mon signe à moi de c'est trop. C'est-à-dire que comme je ne connaissais pas mon hypersensibilité, j'essayais juste de suivre le rythme du monde, le rythme des autres, sauf que c'était trop pour moi. Et donc, j'étais très souvent malade, j'attrapais un petit peu tout ce qui passait, et notamment vraiment ces épisodes d'angine assez incroyables. Je pouvais en enchaîner vraiment 8, 9 dans une même année. Et ce qui est un petit peu amusant ici d'ailleurs par rapport à... Je sors un petit peu du sujet, mais... Ce qui est assez amusant par rapport à ces angines, c'est que j'en faisais entre 5 et 8, on va dire, par an, depuis enfant et jusqu'à mes 18-20 ans. Jusqu'au jour où j'ai fait une angine de plus. Et mon médecin m'avait proposé une ablation des amygdales pour enlever éradiquer le symptôme. Et donc, je vais consulter un spécialiste pour justement cette ablation des amygdales. Et là, il me dit, écoutez, moi, votre angine, je m'en moque. En gros, arrêtez de vous écouter. C'est pas intéressant du tout, une angine. Prenez une pastille, prenez un Doliprane. Moi, je vais pas vous opérer pour ça. Alors, ça m'a beaucoup vexée, en fait, sur le coup, parce que, quelque part, ça avait été une façon à moi d'écouter mon corps et de l'écouter, en un sens. Donc, il m'envoyait un signal assez fort, j'étais obligée de ralentir. Et puis, c'est très drôle, mais le jour où j'ai eu ce médecin totalement froid à ce symptôme, je n'ai plus fait une seule angine. Et donc, je suis passée de 5 à 8 épisodes par an à 0 de toute ma vie. Et c'était il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans maintenant, que j'ai eu cette consultation. Voilà, donc pas très agréable sur le coup. Et puis finalement, derrière, alors j'ai fait autre chose. Finalement, je l'ai transféré sur d'autres choses. Mais bon, voilà, c'était bien pour dire à quel point ces problèmes physiques là que je rencontrais à répétition, c'était vraiment simplement un signal, on va dire un débordement de cette vie intérieure. Bon, donc je reprends mon récit. Il y avait d'autres choses dans cette hypersensibilité, on va dire dans mon plus jeune âge, enfance, adolescence. Il y avait une relation aux autres qui était difficile pour moi parce que j'étais très sensible au regard des autres, très sensible à leur jugement. J'avais vraiment peur d'être rejetée et donc je faisais beaucoup d'efforts pour être acceptée par les autres. Je sentais bien que j'étais un petit peu en décalage et donc je me suradaptais, ça crée beaucoup de fatigue.
Et puis j'ai fait une erreur vraiment toute cette époque-là, comme je ne connaissais pas ce qu'était l'hypersensibilité, et dans ma famille, il n'y a pas d'ouverture particulière à cela. Pour moi, c'était étiquette, manque de confiance en moi. Donc, je me souviens que j'avais acheté 1 ou 2 livres sur le manque de confiance en soi. Voilà, je pensais que mon problème, entre guillemets, ce que j'avais à corriger dans ma vie, alors je fais les guillemets avec les mains, mais vous ne pouvez pas les voir, je pensais que c'était la confiance en moi qui me manquait, que j'avais donc ça à travailler. Et puis en réalité, avec le recul, je me rends compte que c'était vraiment... juste mettre un mot sur ce que je vivais, parce que j'étais plutôt, j'avais des signes évidents quand même d'assurance. J'étais plutôt très bonne à l'oral, j'avais de très bonnes notes, je faisais du théâtre. Enfin voilà, c'était pas quelqu'un de particulièrement timide et réservé. Il y a un autre impact très très fort de cette hypersensibilité à cette époque de ma vie, là de l'adolescence, de la jeune femme adulte, on va dire la vingtaine. C'est l'impact de cette hypersensibilité dans mes choix de vie, dans mes grandes décisions. Vraiment, la peur que je ressentais, la peur de beaucoup de choses, a joué un rôle très très fort dans les choix. J'ai fait des choix sécurisants, je pense notamment à mes études, je pense au métier que j'ai choisi, très clairement un choix de confort. Voilà, un choix sécurisant. Un choix de sécurité. Je suis pas allée vers une passion, je suis pas allée vers quelque chose qui m'appelait, je suis vraiment allée sur quelque chose qui rassurait un petit peu ses peurs. À cette époque aussi, j'ai vécu une relation de couple assez longue, de plusieurs années, parce que j'avais peur d'être seule. J'avais peur d'être seule, j'avais peur d'être rejetée, j'avais peur de ne plus avoir de vie sociale. J'étais aussi très impactée par l'avis, les opinions, les critiques de mon compagnon de l'époque. Et du coup, je m'étais vraiment enfermée dans cette relation, vous voyez, qui était vraiment maintenue par la peur. Et puis, j'avais peur aussi de la compétition à cette époque-là. Peur d'être comparée aux autres dans mes études. J'ai failli arrêter mes études, d'ailleurs, à ce moment-là, ma jeune vingtaine, parce que je souffrais beaucoup, en fait, d'être toujours dans une forme de compétition. Donc, un impact très fort de cette hypersensibilité dans ma vie. Et puis, de manière plus globale, on va dire, il y a vraiment 2 choses qui ressortent de cette époque-là. D'abord, c'est... la croyance que j'étais anormale. Et aujourd'hui, j'en parle comme quelque chose d'un peu absurde, mais honnêtement, pendant plus de 30 ans, ça a été complètement mon quotidien. Complètement, oui, mon mode de vie, quoi, ma réalité, en fait, que de penser que j'étais anormale, que j'étais trop quelque chose, que j'étais un petit peu ratée, qu'il valait mieux être comme quelqu'un d'autre, donc qu'il fallait que j'efface certaines caractéristiques, que pourtant j'étais complètement, mais qu'il aurait mieux valu que je sois autrement. Et j'ai vraiment grandi avec cette impression d'être anormale, d'être en dehors des clous, comme si la nature était bien faite, sauf moi. Comme s'il y avait quelque chose qui, pour moi, n'avait pas fonctionné. Et donc, il fallait que je devienne quelqu'un d'autre pour être acceptée. Donc, j'ai vraiment grandi avec ça. Et puis, j'ai un refuge, depuis toujours, c'est l'écriture. J'ai toujours écrit. Et ça a été pour moi, on va dire, mon seul contact avec une forme de vérité en moi, une forme d'authenticité. C'est que là, je pouvais tout dire. Dans mes carnets, je pouvais tout dire. En dehors, avec les gens, non, je devais être quelqu'un d'autre parce que j'étais pas normale. Mais dans mes carnets, je pouvais être juste celle que j'étais. J'avais rien à prouver, j'avais rien à montrer. Je savais que c'était que pour moi. Et voilà, c'était vraiment mon seul espace de vérité. Mais il a pris beaucoup de place, du coup, dans ma vie. J'ai toujours écrit. J'ai des dizaines de journaux intimes à mon actif depuis que j'ai 7 ans, depuis que je sais écrire, en fait. Je pense, vraiment, j'ai trouvé, du coup, ce moyen-là de m'exprimer et d'être en accord avec qui j'étais. C'était vraiment mon seul lien. Donc j'ai grandi avec tout ça, ma dizaine, ma vingtaine, et bien sûr, je suis arrivée un jour, le jour où j'ai compris la phase de transition, la phase de déclic, où j'ai réussi à passer donc de la honte à la fierté, à mon hypersensibilité. C'est mon super pouvoir, c'est pas un truc à corriger ou à cacher. Alors le jour où j'ai compris, qu'est-ce qui s'est passé? Donc pendant des années, j'ai fui cette vie intérieure trop agitée. Je lui tournais le dos, je la trouvais trop bruyante, trop intense, trop encombrante, trop en décalage avec ce que je pensais que je devais être. Et puis, ce qui s'est passé, en fait, le jour qui a vraiment marqué, on va dire, le début de cette phase de transition,
qui s'est passé, c'est que j'ai été alitée pendant 3 mois. Et à ce moment-là, j'ai compris que je ne pourrais pas continuer comme ça. Mon corps me l'a fait en fait comprendre avant que mon esprit l'accepte, parce que j'essayais vraiment d'être quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, donc j'ai eu ce problème de santé pendant ma 2e grossesse qui m'a contrainte à m'arrêter. J'ai dû être alitée pendant 3 mois. Je ne pouvais absolument rien faire. Je ne pouvais pas me lever plus de 10 minutes pour aller aux toilettes. Donc j'étais vraiment alitée du matin au soir, du soir au matin. Et à ce moment-là, j'ai pris une décision très très forte dans ma vie. C'est d'arrêter de fuir qui j'étais, mais l'écouter. Tourner enfin mon regard vers l'intérieur, écouter tout ce qui se passait. Et j'ai pris cette décision incroyable de faire de cela une priorité, d'accepter cette tempête intérieure. Je lui avais dit non toute ma vie, et là, de toute façon, j'étais comme obligée d'y faire face. Et à ce moment-là, j'ai commencé ce chemin d'acceptation. Parce que j'ai compris que je devais écouter ce qui se passait là. J'avais passé toute ma vie à fuir, ça m'avait amené dans une impasse. Donc à partir de maintenant, j'allais l'écouter. Et j'allais voir ça comme un guide, comme une boussole, plutôt que comme un fardeau, comme un truc à cacher, comme un truc dont on ne veut pas. Et donc c'est là que je me lance le défi, le challenge, un défi par semaine pour reprendre ma vie en main. C'est là que je crée mon blog, les défis zen. Et c'est là que, assez rapidement, en m'intéressant au développement personnel, je tombe sur ce concept, ce mot, hypersensibilité. La première fois de ma vie, j'ai 33-34 ans. Et vraiment, dans ma vie d'hypersensible, ça a été un des jours les plus importants parce que je me souviens, c'est comme si j'avais été dans une forme de brouillard depuis toujours et que là, il y avait un rayon de soleil qui passait à travers. Voyez, le premier rayon de soleil que je vois, c'est de voir que ce concept existe, qu'un mot a même été trouvé et que 15 à 20% de la population vivent des choses à peu près similaires en termes d'intensité. Et donc, ce jour-là, j'avais déjà pris la décision d'accepter mon anormalité. Et là, je comprends, étape suivante, que ce n'est pas une anormalité. C'est normal pour 15 à 20% de la population. C'est reconnu. On a écrit, on a réfléchi dessus. C'est pas une erreur. Ça fait partie de l'univers. Ça fait partie de la nature. Donc, je ne suis pas une erreur de la nature. Je fais simplement partie d'une partie de la population qui vit les choses de manière plus intense. Donc à ce moment-là, j'ai pris la décision de m'écouter et en plus je réalise que je ne suis pas normale. Et en allant plus loin dans la découverte, bien sûr, de ce qu'est l'hypersensibilité, je découvre même l'envers du décor, le cadeau derrière le fardeau. Depuis toujours, pour moi, c'était un poids. Donc là, je comprends qu'une partie de la population est concernée. Je ne suis pas anormale, je ne suis pas seule dans ma bulle. Et je vois même que derrière le fardeau, il y a un cadeau. Ce n'est pas juste un poids, cette hypersensibilité, ça peut même être une puissance. Parce qu'en tant qu'hypersensible, on a des atouts particuliers, des capacités uniques. Par exemple, se connecter profondément à nos émotions et à notre vie intérieure. Et oui, effectivement, c'est ce que je vis depuis toujours. Et là, je vois, donc je ne suis pas normale, d'autres sont comme moi, et même ça peut être un cadeau. Et là, je commence à comprendre. Deuxième signe, capacité unique des hypersensibles, on ressent avec intensité, on peut voir ce que d'autres ne voient pas. Et donc, on va pouvoir même les aider à voir, si on va plus loin. Et autre signe incroyablement positif, autre cadeau de l'hypersensibilité, c'est qu'on ne peut pas supporter l'inacceptable. On est poussé au changement, on est poussé vers l'alignement, on est poussé vers la connaissance de soi, vers l'amour de soi, parce qu'on ne supporte pas le décalage. Notre corps ne le supporte pas. Et là, je comprends toutes ces maladies à répétition. Toute mon enfance, toute mon adolescence, c'est ce décalage qui ressort. Parce que c'est une souffrance pour le corps, pour l'esprit, d'être toujours dans la privation, d'être toujours obligé de se cacher, de se suradapter. Et donc là, je comprends que mon corps qui dit stop, mais c'était une chance. C'était une opportunité.
Sauf que moi, j'avais ignoré des milliers de signes avant enfin de réagir et de dire « Ok, j'écoute ». Mais quand on ne sait pas qu'il y a quelque chose à écouter derrière, on peut même pas s'en vouloir en fait. Donc là, je comprends que ce qui me semble être un obstacle, c'est en réalité une boussole. Une boussole pour vivre la vie qui me ressemble. Une boussole pour me réaligner au quotidien. Et je comprends même autre chose à ce moment-là, vous voyez, dans cette phase de transition où je passe de la honte à la force. Je comprends autre chose, c'est que cette sensibilité que j'ai rejetée toute ma vie, eh bien en réalité, je ressens beaucoup d'émotions en fait à parler de ça, je me rends compte, c'est tellement au cœur en fait de tout ce que je suis aujourd'hui, de tout ce que j'ai créé dans ce nouveau métier aujourd'hui, mais je me rends compte que cette sensibilité que j'ai rejetée toute ma vie, ça peut en réalité, et ça va m'aider à aider les autres. Parce que grâce à ce chemin que je fais à l'intérieur de moi, encore et encore, je peux aider les autres à faire la même chose. Je peux aider les autres à se reconnecter à leurs émotions. Bien souvent, les gens sont coupés de leurs émotions. Ben, je peux les aider à faire ça. Je peux les aider à s'écouter. Je peux les aider à voir ce qui les empêche d'être eux-mêmes. Et donc voilà à quoi ressemble cette phase de transition et cette bascule de la honte au super pouvoir que j'ai mis au cœur de tout ce que je suis aujourd'hui. Alors voilà maintenant quelques clés, quelques aspects de cette transformation, quelques avant-après, grâce à cette hypersensibilité acceptée, reconnue, eh bien elle a pu passer du fardeau au cadeau. Alors quelques clés pour vous aider vous aussi à faire ce chemin, quelques clés qui ont marqué vraiment dans ma vie cette transformation de l'avant-après. La première chose, ça a été la découverte de mes talents et de mes forces naturelles. Lorsque j'ai compris que mon hypersensibilité, c'était pas juste une manière de ressentir, mais qu'elle avait un impact très très fort sur mes talents, sur mes forces naturelles. Bien sûr, il m'a fallu pour cela reconnaître que j'avais des talents et des forces naturelles. Donc ça, c'est ce chemin de développement personnel que j'ai fait qui m'a permis de le voir. Et là, en fait, je me suis rendu compte que cette hypersensibilité, elle était au cœur de tous mes talents. Elle était au cœur de toutes mes forces. Elle prenait tellement de place dans ma vie qu'elle était profondément liée à tout ce pourquoi j'étais douée. Donc bien sûr, il y a une question qui a eu beaucoup d'impact ici, c'est de me dire qu'est-ce que cette hypersensibilité me permet de faire facilement au quotidien? Pourquoi est-ce que je suis douée? En explorant vraiment cette question, celle de mes forces naturelles, encore une fois très liée à mon hypersensibilité, j'ai découvert que l'écriture était essentielle pour moi. Ça avait toujours fait partie de ma vie, mais de là à me rendre compte que c'était une force, que c'était une caractéristique unique, que c'était un talent que j'avais, il y avait un monde. Je croyais que c'était normal, en fait, d'être comme ça. Je voyais pas que c'était un super pouvoir que j'avais. Donc j'ai par exemple compris l'écriture, à quel point elle était essentielle, facile et naturelle pour moi. J'ai compris dans mes autres forces et talents que j'avais également cette faculté de me connecter à un avenir meilleur, cette faculté de me visualiser, de visualiser un avenir meilleur et ce besoin d'être d'ailleurs connecté au meilleur, à cette amélioration continue, à ce vers quoi nous sommes amenés à aller. J'ai également perçu à quel point j'adorais transmettre et que j'avais cette capacité de rendre simple et accessible des choses a priori complexes, cette capacité à les découper, à en faire des processus faciles à suivre. En réunissant ces talents, en les associant à ce qui me passionne, cette vie intérieure très riche que je ne peux ignorer, grâce à cette hypersensibilité encore une fois, alors j'ai pu dessiner avec clarté mon activité d'aujourd'hui. Donc ici, dans ma vie professionnelle déjà, tout ce que je fais aujourd'hui est profondément aligné avec mon hypersensibilité et donc ces talents naturels qu'elle m'offre. J'écris des livres, je crée des conférences, je conçois des programmes pour transmettre mes connaissances, je découpe le cheminement intérieur pour le rendre accessible et facile à réaliser. Tout cela est entièrement nourri par cette hypersensibilité. Ce que je croyais être un handicap il y a encore quelques années, aujourd'hui c'est le cœur de mon activité. Et même au-delà d'être le cœur, c'est la force, c'est le super pouvoir de mon entreprise. C'est le super pouvoir, c'est la plus-value unique de toute
toute mon activité de coach, de guide. Donc ça, c'est vraiment la première clé très importante, c'est les talents, les forces naturelles qui sont liées à cette hypersensibilité. Deuxième clé très précieuse pour passer de la honte au super pouvoir, c'est de respecter ses besoins. Si tu ne veux plus subir ton hypersensibilité, respecte-la, accepte-la, honore-la au quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'essayer de cacher, de te suradapter, non, nourris tes besoins au quotidien, respecte ton rythme, respecte tes modes de fonctionnement. Ça a eu un impact très très fort dans ma vie relationnelle. J'ai compris que je ne pouvais pas vivre au même rythme que les autres, qu'une majorité des autres, puisqu'encore une fois, 15 à 20% de la population vit la même chose que moi. J'ai compris que je ne pouvais pas être au même rythme que les autres. Par exemple, lorsque je pars en vacances, je sais que je ne peux pas être en groupe pendant une semaine avec des gens. J'ai besoin d'espace seul. J'ai besoin de moments de pause pour me retrouver. J'ai besoin de silence, j'ai besoin de nature, j'ai besoin d'écriture également, parce que c'est ma façon à moi d'être connectée à ma vérité. Je m'adapte quand je suis avec les autres, quand je suis seule, là je peux être en contact avec ma vérité. Et parce que j'ai ces moments seuls, ces moments d'espace, alors je peux être juste et vrai au contact des autres. Une fois que je respecte mes besoins, mon hypersensibilité devient un cadeau, je suis disponible pour les autres. Je suis plus à l'écoute, je suis plus dans l'échange. Et donc, qu'est-ce qui se passe comme je fais ça? Eh bien, je peux vraiment être présente aux autres, cultiver, nourrir des vraies relations. Des relations où je suis attentive aux autres et à moi-même. Des relations où je crée un vrai dialogue, un dialogue sincère. Mais encore une fois, pour pouvoir créer cette relation apaisée et saine aux autres, il faut d'abord la créer avec soi-même. Et donc respecter ses besoins et son rythme d'hypersensible. Troisième clé très précieuse qui m'a permis vraiment de passer de la honte à la force, au cadeau, c'est de cesser de lutter contre l'hypersensibilité. Faire ce dont j'ai besoin au lieu de me juger pour ça. Donc plutôt que d'essayer de la cacher, lui donner une place centrale dans ma vie. Par exemple, dans ma vie intime, j'ai vraiment changé mon emploi du temps. J'ai vraiment changé mon rythme. Alors bien sûr, comme j'ai créé une vie qui est complètement alignée à celle que je suis, j'ai créé un métier sur mesure qui me permet de le faire. Mais je vous invite pleinement à faire pareil. À ne pas adapter le rythme, à ne pas supporter le rythme des autres, à ne pas vous suradapter au rythme des autres. Dans ma vie intime de tous les jours aujourd'hui, il y a du temps pour cette écoute intérieure. Je sais que j'ai besoin de temps pour être avec mes émotions, pour les accueillir au lieu de les fuir. Je sais que j'ai besoin de temps pour observer mes blessures, prendre du recul sur mes émotions. J'ai besoin de temps pour vivre avec les critiques, pour vivre avec les conflits. J'ai besoin de temps pour accepter mes besoins au lieu de les voir comme un problème. Si j'ai besoin d'espace, je m'accorde de l'espace, au lieu de me juger pour ça, au lieu de me critiquer pour ça. Donc au lieu de subir mes besoins aujourd'hui, de me dire « oh là là, c'est relou, pourquoi je suis comme ça ?» Eh bien, je les nourris, ces besoins. Je les écoute, je réponds à cet appel. Et ça a eu aussi un impact très très fort sur ma vie familiale. Parce que, en apprenant à comprendre mes émotions, mes mécanismes, eh bien, j'ai appris à comprendre ceux des autres, les émotions des autres, les blessures des autres, les conditionnements. En comprenant ma façon de fonctionner, je peux comprendre la façon de fonctionner des autres. Comprendre qu'on fonctionne toutes et tous de la même façon. On a nos peurs, on a nos blessures, on a nos schémas, on a nos croyances. Et on fait de notre mieux dans l'inconscience, la plupart du temps, avec tout ça. Dans nos paroles, dans nos réactions, dans nos comportements. Un résultat très très concret, c'est que pour moi, il n'y a plus de rancœur. Il n'y a aucune rancœur. Il n'y a aucune colère contre mon passé, contre mes proches, contre mes parents, contre mes sœurs, contre toutes les personnes qui m'ont accompagné enfant. Comment est-ce qu'il peut y avoir de la rancœur ? Les gens ont leurs émotions, ils ont leurs peurs, ils ont leurs bagages, ils ont leurs blessures, ils ont vécu la peur d'être rejetés, d'être abandonnés. Ils ont vécu des moments difficiles et tout ça, ça a un impact. Forcément sur eux, sur leurs paroles à un moment, des fois ils surréagissent, ils sont débordés par tout ça.
Je ne peux pas leur en vouloir parce que je sais que leurs réactions, elles ne sont pas dirigées contre moi. Elles sont juste le reflet de leur propre tempête intérieure. Et notre hypersensibilité ici, elle nous offre une porte d'entrée exceptionnelle vers la compréhension de tout ça. Mais bien sûr, pour que ça devienne un cadeau, il faut commencer par s'écouter soi-même, accueillir pleinement cette vie intérieure, accueillir pleinement cette réalité. Alors seulement on peut comprendre et accepter les autres. Il y a une troisième clé précieuse de cette phase de transition, de cet avant-après, c'est l'impact de l'acceptation de soi sur la relation à l'autre dans ma vie amoureuse cette fois. Et là encore, ce qui a changé, ce n'est pas mon hypersensibilité en elle-même, le fait qu'elle soit là, c'est le fait que je l'accepte. Le fait que je nourrisse les besoins qui l'accompagnent, le fait que je la reconnaisse pleinement dans toutes ses facettes. Comme je m'écoute, je suis plus à l'écoute de l'autre. Comme je respecte mes besoins, je peux comprendre et respecter les besoins de l'autre. Comme je ne me laisse plus emporter par les conflits comme avant, parce que je vois ce qui appartient à l'autre, sa peur, sa colère, sa tempête, alors je n'en fais plus une affaire personnelle. Parfois, je me laisse encore entraîner, bien sûr, mais seulement parfois. Avant, c'était tout le temps. Chaque conflit, paf, j'étais emportée, je me laissais déborder. Je le vivais pour moi, j'allais sur la même fréquence, la même vibration. Bien sûr, ici, je parle d'effet miroir. En me respectant, en m'écoutant, en apaisant ce qui se passe en moi, je peux offrir à l'autre l'espace de faire la même chose. Parce qu'en réalité, quand l'autre est en colère, si je me mets en colère, c'est parce que ma colère était déjà là. C'est ma propre colère, c'est pas la sienne qui réagit en moi. Et donc, une fois que j'assume ça, une fois que j'accepte ça, alors naturellement, en fait, je vais aider l'autre à faire la même chose. Je cherche pas à aider mon conjoint, juste je l'aide parce que je m'aide moi-même. Parce que j'ai concentré toute mon attention sur m'aider moi-même, m'écouter moi-même, apaiser mes propres émotions, alors je vais pouvoir l'aider à faire la même chose. Alors je vais lui offrir un espace d'apaisement. C'est pas mon objectif, c'est un effet naturel. Donc aujourd'hui, bien sûr, vous l'avez compris, ma fierté d'être hypersensible, elle est immense. Pourquoi elle est immense? C'est pas conceptuel, c'est parce que je vois l'impact concret de cette acceptation dans tous les domaines de ma vie, mon métier, ma vie intime, mes relations avec les autres, mon couple, bien sûr mes enfants aussi et l'éducation que je propose à mes enfants. En assumant pleinement qui je suis, en arrêtant de lutter, en acceptant la place de l'hypersensibilité au cœur de ma vie, tout s'est transformé autour de moi. Et c'est ça le vrai cadeau, c'est de voir à quel point l'acceptation ouvre la voie à un monde plus doux, plus beau. Ça commence par nos cercles proches et ça s'élargit ensuite au reste du monde. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des pièges de l'hypersensibilité, je vais juste en faire une micro-parenthèse, parce que je suis tombée dans des pièges au début et que je dis souvent une chose. Il y a 2 jours qui ont compté dans ma vie d'hypersensible. Le jour où j'ai compris que je l'étais. Et le 2e jour, c'est le jour où j'ai choisi de m'en moquer. Pourquoi ? Parce que l'hypersensibilité, si on n'y prend pas garde, ça peut devenir une étiquette. Ça peut devenir une croyance de plus, croyance limitante. Ça peut devenir un conditionnement et un ensemble de schémas limitants de plus. Donc c'est très important de garder à l'esprit cette écoute de soi pour ne pas s'enfermer dans l'étiquette. L'étiquette de l'hypersensibilité qui va nous faire nous résigner dans une vie de confort, de sécurité, parce que nous, la peur est intense, alors on ne va pas l'affronter, qui va aussi peut-être nous enfermer dans une étiquette de femme fragile, qui attend que les autres la comprennent parce que pour elle, c'est très difficile. Non, on doit vraiment reprendre notre responsabilité. Notre mission, c'est d'accepter notre hypersensibilité, pas d'attendre des autres qu'ils le fassent pour nous. Conclusion de cet épisode, ton hypersensibilité, c'est un cadeau, à condition que tu la reconnaisses et que tu l'acceptes pleinement. Tant que tu la rejettes, tant que tu essaies de la cacher ou de lutter contre elle, alors ça va être un poids dans ta vie. Mais le jour où tu vas prendre la décision et où tu vas la faire suivre d'action, d'honorer ton hypersensibilité, de la comprendre, de l'accepter exactement telle qu'elle est, alors tu vas passer du fardeau au cadeau.
Et si tu as besoin d'aide pour le faire, j'ai 2 ressources précieuses à te proposer que tu vas retrouver dans le descriptif de cet épisode. Première ressource précieuse, une fiche de coaching avec quelques exercices pratiques pour mettre en application concrètement les clés que je viens de partager dans cet épisode. La deuxième ressource pour aller encore plus loin, c'est une conférence, formation offerte de 2 heures. 8 clés pour créer la vie qui te ressemble. Si tu ne l'as pas encore vu, fais-le vraiment maintenant. Dans cette conférence, je reviens sur mon histoire, sur les croyances qui ont limité mon chemin intérieur, sur la question extraordinaire à te poser pour amorcer ton propre cheminement et l'accélérer. Et les 8 étapes pas à pas décryptées pour construire une vie alignée avec qui tu es vraiment et accepter pleinement ton hypersensibilité. Je te laisse découvrir ces 2 ressources précieuses dans les liens juste en dessous dans le descriptif de l'épisode. Et surtout, rappelle-toi une chose, tu n'es pas trop, tu n'es pas une erreur. Tu as juste une caractéristique magique qui est là, qui a un impact profond sur toute ta vie et qui doit être pleinement écoutée et acceptée. Merci beaucoup pour ton écoute. Je te donne rendez-vous dans 2 semaines tout pile pour un prochain épisode dédié cette fois au portrait intime d'une femme extraordinaire. Je ne t'en dis pas plus. À très très bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a inspiré, touché et donné des clés pour tracer ton propre chemin. Si c'est le cas, voici comment tu peux soutenir toi qui me ressemble et m'aider à faire grandir cette belle communauté. Abonne-toi au podcast sur ta plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Partage-le autour de toi ou sur tes réseaux. Laisse-moi 5 étoiles et un commentaire pour me dire ce que tu as aimé. Ça compte énormément et aide beaucoup d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode et d'ici là, prends soin de toi.